Bonsoir à tous et bienvenue pour cette troisième soirée de l'Université de la Vie d'Alliance Vita, consacrée cette année au temps. Je rappelle une actualité brûlante en ce moment, les états généraux de la bioéthique en vue de la révision des lois de bioéthique à l'automne prochain. Cette année, nous avons choisi de nous intéresser au temps, à la question du temps. Que faire du temps? Dans une première soirée, nous avons vu quel rapport la société entretient avec le temps. Dans une deuxième soirée, la semaine dernière, nous nous sommes questionnés sur la présence au temps, l'instant présent, être présent. Et ce soir, nous vous proposons de prendre du temps, se donner le temps. Nous aurons, comme chaque fois, 4 interventions. Une première intervention ce soir de Caroline Roux, qui est déléguée générale adjointe d'Alliance Vita et directrice de Vita International, et qui va nous proposer une réflexion sur le rapport entre le temps et la vie. Une deuxième intervention de Martin Stephens, qui est philosophe, conférencier, également professeur de philosophie en classe préparatoire, et qui va nous présenter sa réflexion sur le rapport entre le temps et la mort. Nous aurons, comme chaque semaine, le décodeur bioéthique. Et cette semaine, c'est le docteur Xavier Mirabel, qui est médecin cancérologue à Lille, qui est également le conseiller médical d'Alliance Vita, et qui va nous proposer une réflexion, se donner le temps de la réflexion, justement. Et nous terminerons cette émission avec l'intervention de Tugdual Derville, qui est le délégué général d'Alliance Vita, et qui nous propose sa réflexion sur l'urgence du temps long. Je vous souhaite à tous une très belle émission. Bonsoir à tous. Ce qui caractérise la vie humaine, c'est qu'elle évolue dans un temps qui est compté entre deux extrêmes. D'abord de la conception pour atteindre la naissance jusqu'à la mort qui intervient à plus ou moins brève échéance. Je vais d'abord évoquer avec vous ce soir des caractéristiques du temps qui permettent à la vie humaine de se déployer, puis examiner comment la technique peut modifier le rapport de l'humanité au temps. D'abord, le temps se conjugue. C'est le b.a.-ba de la grammaire. Le temps est à la fois personnel et collectif. La notion du temps est personnelle et différente suivant chacun et évolue suivant les périodes de la vie. Le temps du bébé n'est pas celui des parents, celui du malade n'est pas le même que celui des soignants. Et le grand défi de la relation à l'autre, c'est justement de s'adapter au temps des autres. Et pour vivre et se respecter, nous conjuguons nos temps. Le temps est rythmé. C'est vrai pour la nature, avec les saisons, la nature qui se déploie, puis se met au repos, puis rejaillit l'année suivante. Nos corps humains sont eux-mêmes biorhythmés. Et d'ailleurs, le prix Nobel de médecine a été attribué à une équipe américaine en 2017 qui travaillait justement sur la régulation de l'horloge biologique. Et ils nous disent, ces scientifiques, qu'en moyenne, depuis 1900, nous avons perdu 1 à 2 heures de sommeil, ce qui a des conséquences avec l'exposition à l'électricité, et ce qui a des conséquences non seulement sur le repos, mais sur tout notre système, le système cardiovasculaire, digestif, immunitaire, sur les performances cognitives. Et ces scientifiques nous mettent en garde par rapport à l'exposition des ordinateurs ou aux écrans portables, dont la lumière particulière peut perturber l'endormissement. Les femmes sont particulièrement conscientes de l'horloge biologique avec des temps de fécondité intermittents et limités au cours de la vie. Contrairement aux autres créatures, ce qui caractérise le temps du petit homme, c'est à la fois sa grande fragilité, mais aussi son extrême dépendance et sa formidable puissance en devenir. Il va se développer sur un temps long, contrairement aux espèces animales, temps qui s'inscrit dans une unité de relation qui démarre par l'union des corps de ses parents pour le concevoir, puis ensuite pour l'accueillir, l'accompagner dans son développement. Unité qui va favoriser la bienveillance dans le temps. D'abord pendant 9 mois dans le ventre maternel, et nous ne cessons de découvrir la richesse de toutes les interactions de l'enfant avec celle qui le porte, et si forte d'ailleurs que les scientifiques ont découvert que son patrimoine génétique était même modelé par ces relations et ces interactions.
La naissance s'inscrit dans un continuum, et d'ailleurs aujourd'hui on va favoriser au moment de la naissance des relations très fortes avec la mère par le pot à pot pour accompagner cette séparation, continuum qui va ensuite se prolonger avec ses parents dans la famille. Ce continuum de relations dans le temps est clé pour construire son identité. Le regain d'intérêt à la généalogie est un signe du besoin des humains de pouvoir s'inscrire dans une unité de continuité. Le temps s'inscrit aussi dans nos corps, rides, cheveux blancs, fatigue. Nous déployons énergie, subterfuge pour cacher les signes du temps. Je sais de quoi je parle, mais attention, sans imprégnation du temps, nous n'aurions pas de mémoire indispensable pour conduire nos vies. Temps aussi nécessaire à la maturation sexuelle des garçons et des filles dans leur corps, mais aussi dans leur psychisme. Temps qui peut être troublé, on le sait aujourd'hui, par l'exposition d'enfants très précocement à la pornographie, dont les spécialistes considèrent que émotionnellement équivalent à une agression sexuelle. Les expériences traumatisantes peuvent se figer dans nos corps, figer nos émotions et défier le temps. Le souvenir peut ressurgir à notre insu, spécialement quand on n'a pas pris le temps de les accueillir et de les exprimer. On le constate dans notre service SOS Bébé, à propos notamment de certains avortements, de fausses couches ou même d'attouchements sexuels dans la jeunesse. Comment la technique, maintenant, peut modifier le rapport de l'humanité au temps ? Alors, je vais vous proposer deux focus qui sont deux mutations majeures en lien avec la réflexion des États généraux de la bioéthique. Premier focus, nous assistons à une mutation historique avec l'allongement de l'espérance de vie. En un siècle, hommes et femmes ont gagné en moyenne 25 ans de vie supplémentaires grâce au progrès technique, à la médecine et à l'hygiène. C'est un fait positif avec également des conséquences plus complexes à gérer. Jusqu'à 4 générations peuvent coexister sur un assez long laps de temps, ce qui demande d'adapter la société au vieillissement, à la dépendance, qui est un grand chantier en France et aussi dans toutes les sociétés occidentales. L'enquête annuelle de la Fondation de France alerte sur la croissance de la solitude des personnes âgées qui explose après 75 ans. Et les auteurs de cette étude expliquent que les réseaux de soins étant de plus en plus efficaces, eh bien, on vieillit de plus en plus et proportionnellement de plus en plus seul. Effritement du lien intergénérationnel, ils sont 41% au-delà de 75 ans à avoir peu ou pas de relations avec leurs propres enfants. Et les auteurs expliquent, tout va vite. Les enfants vivent dans une société, il faut toujours être plus performant. Pour eux, les parents sont largués et ne comprennent pas ce qu'ils vivent. Alors ce n'est qu'une partie du problème de la solitude, mais cela doit nous faire prendre conscience de l'euthanasie sociale qui se déploie sournoisement dans nos sociétés. Quel est le sens de vivre plus longtemps si c'est pour ne pas avoir de relations ? Dans ce contexte, l'annonce de robots qui pourraient remplacer la présence humaine auprès des personnes âgées doit nous faire réfléchir. Est-ce que l'intelligence artificielle, qui peut être bénéfique bien sûr, peut remplacer l'intelligence du cœur et les liens humains ? Ça doit guider nos réflexions dans les débats qui s'annoncent dans les États généraux de la bioéthique. Autre défi, alors que les douleurs physiques sont de mieux en mieux soulagées avec des techniques de plus en plus pointues et spécialement en fin de vie, le défi est l'accompagnement des souffrances psychiques existentielles avec la tentation de maîtriser l'heure de sa mort, comme on le voit en Belgique ou en Hollande, des pays qui ont légalisé l'euthanasie depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, sont en débat dans ces pays des revendications d'euthanasie pour des personnes dépressives ou fatiguées de vivre après 70 ans. Tout ça doit nous inviter à prendre du recul alors que les États généraux entendent ouvrir un débat sur l'assistance au suicide, alors qu'en fin de vie, les enjeux véritables sont vraiment ailleurs. Deuxième focus, c'est sur les techniques d'assistance médicale à la procréation et la manière dont elles impactent la procréation et la grossesse en éclatant véritablement le processus de procréation. Alors, souvent en France, on parle de PMA, mais qu'est-ce que ça veut dire ? De quoi parle-t-on ? Deux techniques principales,
l'insémination artificielle, où un médecin va introduire directement le sperme du conjoint qui aura été prélevé et pour le mettre dans l'utérus de la femme ou celui d'un donneur, puisque c'est autorisé en France depuis 1994. Et puis la deuxième technique, fécondation in vitro, ou une technique par laquelle on va rapprocher en dehors du corps de la femme, in vitro, spermatozoïdes et ovocytes qui ont été prélevés préalablement, et que ce soit du couple ou des donneurs masculins ou féminins. Pour s'assurer des meilleures chances de succès, cette technique étant éprouvante physiquement, mais aussi psychiquement pour la femme, mais aussi pour l'homme, le couple, plusieurs ovocytes vont être prélevés, ce qui nécessite une stimulation ovarienne, puis une anesthésie pour le prélèvement d'ovocytes, ce qui n'est pas sans conséquence pour la santé des femmes. Et puis, ces ovocytes obtenus vont être fécondés pour obtenir des embryons. Là, il va y avoir un premier tri d'embryons et on va garder uniquement ceux qui ont les meilleurs signes de développement. Les autres sont détruits. Dans la majorité des cas, on va réimplanter 1 voire 2 embryons. Et puis, les embryons qui restent, qui sont jugés sains, vont être congelés. Et c'est ainsi que des couples, aujourd'hui, ont 2, 3, 4, 5, 6 embryons congelés sans avoir toujours bien anticipé cette situation. Conséquence en France, nous avons un stock de plus de 220 000 embryons congelés, dont un tiers n'a plus de projet parental. Donc ça veut dire qu'ils vont être soit détruits, soit donnés à un autre couple, ou à leur recherche, puisque c'est autorisé depuis la révision des lois de bioéthique de 2004. Alors ces processus créent des disjonctions dans le temps et dans l'espace, et je retiens ce terme du Comité national d'éthique français, qu'il a retenu pour souligner les questions éthiques qui se posent à chaque étape de cet éclatement. Disjonction entre sexualité et procréation, le médecin va se substituer à la relation sexuelle pour obtenir les gamètes qui vont être séparés du corps, puis des biologistes vont effectuer la fécondation destinée à obtenir des embryons hors du corps féminin. Et c'est ainsi que l'embryon, qui a été protégé pendant des millénaires dans l'enceinte maternelle, est devenu à portée de main, manipulable, avec des questions éthiques majeures. Disjonction entre procréation et gestation. En cas de fécondation in vitro, avec don d'ovocytes, l'embryon peut être transféré dans un utérus autre que la femme qui a donné ses ovocytes. De là est née d'ailleurs la revendication de gestation par autrui, aujourd'hui interdite en France, qui introduirait une disjonction majeure supplémentaire pour la mère et pour l'enfant, qui seraient séparés à la naissance, et en rompant ce continuum de relations, maternité éclatée entre une donneuse d'ovocytes, une mère porteuse, une mère commanditaire qui va éduquer l'enfant, ou pas de mère ensuite pour éduquer si c'est une demande d'homme. Disjonction entre la personne et les éléments de son corps, le fait de séparer les gamètes, ovocytes et sperme du corps, eux qui sont porteurs d'hérédité d'un point de vue génétique, conduit à priver délibérément les enfants de leurs origines, en tout cas d'une partie, et d'une partie de leur généalogie, s'il y a donneur. Actuellement, des enfants nés dans des couples qui sont composés d'un homme et d'une femme réclament l'accès à leurs origines. Va-t-on lever l'anonymat du don de gamètes? C'est une question. En matière de don de gamètes, c'est l'anonymat qui prévaut. La législation française, en fait, s'est alignée très injustement sur le don d'organes ou le don de sang, alors que les gamètes sont très particuliers parce que, justement, porteurs de cette hérédité. L'annonce en décembre 2017 qu'un Français de 34 ans né d'insémination avec donneur a retrouvé son géniteur par un simple test génétique auprès d'une société américaine qui gère des méga bases de données, ces big data de santé, risque de faire voler le système en éclats. Avec la PMA pour toutes, pour des femmes seules ou en couple de même sexe, s'ajoute une autre réalité, l'enfant ainsi conçu et délibérément privé d'une présence maternelle. Autant dire que le principe de précaution s'impose. Disjonction dans le temps aussi avec la congélation des gamètes et des embryons, aujourd'hui en débat, et la possibilité pour des femmes jeunes de pouvoir congeler leurs ovocytes par convenance pour s'assurer d'avoir des enfants plus tard. Le comité d'éthique français a donné un avis négatif en disant que prélever des ovocytes jeunes à une femme jeune qui serait intégrée après leur fécondation dans un corps qui aurait vieilli
ne donne aucune assurance de poursuivre une grossesse. Et il préconise d'ailleurs de mieux informer les hommes et les femmes sur les temps de la fertilité et demande aussi de développer des politiques sociales qui permettent aux femmes jeunes de pouvoir concilier, entrer dans la vie professionnelle et maternité, ce qu'on demande à Vita depuis des années. Il faut savoir que le retard de la maternité est une des causes premières du recours à la PMA. Grand écart également avec la congélation des embryons, leur développement est stoppé, figé, et ces discontinuités peuvent aller potentiellement jusqu'à sauter une génération, comme on l'a vu récemment aux États-Unis, avec une femme qui a mis au monde un enfant qui avait été conçu 24 ans auparavant, quelques mois avant sa propre naissance, après sa propre naissance. Disjonction aussi, enfin, avec la transmission génétique et entre transmission génétique et filiation qui provoque un brouillage biologique et juridique pour les enfants. Des débats ont eu lieu en 1994, au moment où on a voté les premières lois de bioéthique sur ces enjeux. Et la procréation artificielle a été autorisée malgré les risques encourus en invoquant la souffrance et le désir des couples dans un cadre très strict, c'est voulu strict, pour des raisons thérapeutiques, infertilité médicalement constatée, et puis sur un modèle qui colle à la procréation naturelle, un homme, une femme vivant en âge de procréer. Le grand basculement qui s'annonce avec des revendications hors indication thérapeutique, c'est l'ouverture d'un droit à l'enfant et à un marché de la procréation, qu'il soit ultralibéral ou étatisé, donc soit un trafic ou des réquisitions de stocks de gamètes et d'embryons, voire de femmes pour leur utérus. Plus profondément, nous sommes confrontés au paradoxe d'une technique qui entend résoudre des problèmes d'infertilité en rompant ce processus continuum de procréation. Elle ne vise pas à restaurer la fertilité, et par là à la soigner, ce qui est le rôle et l'essence même de la médecine. Et bien des couples nous confient que leur désir profond est de pouvoir procréer de manière autonome. Alors entendons-nous bien, il ne s'agit pas de remettre en cause la vie des enfants qui sont nés par ces techniques, mais de prendre du recul et pour qu'elles ne soient pas absolutisées et parce qu'elle tend aujourd'hui à détourner des recherches sur les vraies causes de l'infertilité, des manières de pouvoir la prévenir et aussi des thérapies pour restaurer la fertilité. Des approches plus naturelles existent à partir de l'observation du corps et des rythmes, et je pense aux naprotechnologies, mais elles ne sont pas actuellement soutenues par la recherche publique. En conclusion, quelle société voulons-nous pour demain ? Et c'est la question qui est posée dans les États généraux de la bioéthique, question officielle. Prendre du recul par rapport à la finalité de la technique en exerçant notre responsabilité morale, mais aussi notre discernement personnel et collectif pour les orienter est devenu vital aujourd'hui. Voilà, merci. En effet, le temps et la mort. Ces deux termes réunis m'évoquent personnellement la raison pour laquelle je n'ai jamais voulu participer à l'un de ces jeux télévisés dans lequel il s'agit de répondre plus vite que les autres, en appuyant sur un champignon, à des questions de culture générale. Non seulement parce que ma culture générale ressemble précisément à un champignon, ce que vous trouvez dans la forêt après le passage d'une limace, c'est-à-dire qu'elle est complètement trouée, mais parce que je redoute plus que tout le moment où celui qui est parvenu à éliminer les autres candidats devra répondre à une ultime question sous la pression de l'implacable compte à rebours. Vous connaissez ça, des bips froids et réguliers vont ponctuer les hésitations du candidat. Terrible moment qui, pour moi, est l'image de notre humanité soumise au temps qui passe et qui presse chacun de répondre à une question dont on ignore souvent si on l'a bien comprise. Avant que mon temps soit écoulé, saurais-je en effet qui je suis et quel est le sens de la vie ? Et si, comme ce candidat, je ne parvenais pas à répondre à temps ? Et si, comme lui, je perdais un temps précieux à balbutier des fausses réponses ou à suivre des mauvaises pistes ? Et puis finalement, à quoi bon tous ces efforts ? Car, comme le dit le poète, le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard.
Telle est, à mon avis, la contradiction qui naît de la confrontation de ces deux mots que je propose à votre réflexion, le temps et la mort. D'un côté, la mort fait de notre vie une question urgente. De l'autre, elle rend la réponse à cette question plus difficile que jamais. Car qui peut bien réfléchir sous la pression d'un compte à rebours ? Le temps et la mort, ces deux termes nous prennent en étau. Ils nous oppressent et nous compriment, ils nous compriment et nous oppressent, bref. Le temps précipite vers la mort et la mort précipite vers le temps. Pas le temps de nous demander si l'on a bien fait, un jour nous sommes faits et il faut se rendre. Alors les sagesses humaines ont bien essayé d'apprivoiser la mort. Pour rassurer son disciple Lucilius, qui craint d'avoir un jour à mourir, le sage stoïcien Sénèque prenait justement l'image d'un décompte. La vie est une clepsydre ou un sablier, nous dit-il. Chaque année, chaque jour, chaque heure est un petit grain qui passe de l'être au néant. Pourquoi donc, demande le sage Sénèque, t'affliges-tu d'avoir un jour à faire ce que tu fais depuis toujours ? Car tu ne le sais peut-être pas, mais depuis ta naissance, eh bien c'est chaque jour que tu meurs. Et pourtant, l'image du sablier, l'image de la clepsydre ou du compte à rebours, cette image convient-elle vraiment au temps de la vie ? Notre vie n'est-elle que l'ensemble des secondes qui nous séparent de ce qui un jour nous privera de la vie ? La vie n'est-elle pas aussi, grâce au temps qui passe et grâce à la mort, un progressif rendez-vous de l'homme avec ce qu'il y a de plus beau en lui ? Contre Sénèque, il faut d'abord reconnaître que la vie n'est pas une perte continue. Non, quand vous prenez le petit enfant, il va non pas perdre, mais d'abord prendre forme dans le ventre de sa mère. Il va y prendre force. Et quand il naît, il en prend plein la vue, et nous aussi. Non, la vie n'est pas une perte continue. De récentes études ont montré que jusqu'à 60 ans largement révolus, le cerveau crée de nouveaux neurones et que sa plasticité est telle qu'on apprend sans cesse de nouvelles choses et qu'on intègre jusqu'à la fin de nouveaux savoirs. La vie n'est pas une perte continuelle, car par elle on prend forme, on prend force, et en elle, eh bien, on prend femme, mari, travail, décision et engagement. Cette prise de possession de la vie par chacun s'accompagne, il est vrai, de pertes diverses, douloureuses ou consenties. Avoir un enfant, par exemple, c'est aussi savoir et espérer qu'un jour, on lui cédera la place. Avoir un enfant, c'est désirer mourir avant lui. De même, dans la vie, toute prise de risque va s'accompagner d'une perte d'assurance. Prendre sa vie en main, c'est souvent lâcher le confort de la vie d'avant. Et on ne se laisse pas sculpter par les événements et les épreuves de notre vie sans laisser tomber à ses pieds des pans entiers de l'homme que l'on croyait être et qu'en fait on n'est pas. Vieillir enfin. Et oui, vieillir, c'est peu à peu céder le pouvoir qu'on avait sur le monde. Vieillir, c'est perdre, c'est-à-dire confier le monde à ceux qui demain, à notre place, vont en assumer la responsabilité. Cela est intéressant, c'est comme si notre progressif absentement, murmurait à ceux qui vont suivre « Après vous, je vous en prie ». Ainsi donc, le temps ne doit pas être conçu de l'extérieur, comme une horloge qui tourne, imperturbable, ou comme un sablier qui s'écoule. Le temps doit être perçu de l'intérieur, comme le déploiement d'une vie qui a sa logique propre. La vie de l'homme vivant commence par un grand et par un beau « me voici », et elle finit par un non moins beau « après vous ». Or justement, aimer, n'est-ce pas cela ? Aimer, n'est-ce pas s'offrir à la vie en disant « me voici ». Mais aimer, n'est-ce pas aussi s'ouvrir aux autres en leur murmurant dans chacun de nos actes « après toi ». Aimer, c'est vivre, mais c'est aussi
se réjouir de la venue d'autres vivants, c'est prendre plaisir à leur joie, c'est prendre parti pour ce que seront leurs défis. On voit alors se dessiner un lien étonnant entre l'amour et le consentement à mourir. La mort, en effet, est comme une politesse métaphysique. Elle est comme un après-vous que nous portons dans les fibres de notre être. Elle est cette limite interne à ma vie qui m'indique que ma vie est ultimement un don reçu à la naissance et qu'il faut recevoir sans hésiter, mais un don à faire aussi, puisque la mort m'enseigne finalement qu'on ne peut rien garder. De toute façon, à quoi ressemblerait une vie qui refuserait absolument de céder la place ? À quoi ressemblerait cette vie que nous proposent certaines de nos évolutions technologiques ? Que se passerait-il si la promesse transhumaniste de l'immortalité était tenue ? À quoi ressemblerait, autrement dit, une vie qui serait privée de sa mort ? Cela, vous pouvez le savoir en ouvrant Le Petit Prince. Le Petit Prince raconte à l'aviateur comment il inspecte sa planète chaque matin pour éviter que ne viennent y pousser les baobabs. Souvenez-vous, car les baobabs ne savent justement faire que cela, pousser le plus possible. Aussi leur ombre cache-t-elle le soleil à toute autre forme de vie, et leurs racines finissent par assécher la terre. Et si la planète est trop petite, dit le Petit Prince, les baobabs la font éclater. La leçon de cela, c'est que, à ne vouloir faire que grandir, on rend finalement toute chose petite. Eh bien nous ne voulons pas ressembler aux baobabs. La mort, c'est vrai, donne à la vie sa limite, mais cette limite a la forme de l'amour. Cette limite a la forme d'un silencieux après vous. La mort donne forme à cette magnifique force qu'est la vie. Et le temps, c'est peut-être cela. Le temps entre les deux, la vie et la mort, le temps, c'est l'espace qui nous est laissé pour arpenter le mystère d'une vie qu'on ne reçoit pleinement qu'à condition de ne pas la posséder. C'est pourquoi le temps de la vieillesse est beaucoup plus que la fin d'un décompte. Le mystère d'une vie qui se donne et se retire. Le mystère d'une vie qui n'est vivante qu'à consentir finalement à ne pas prendre toute la place. Ce mystère-là, le temps de la fin de vie, en est la méditation, j'ai envie de dire, vivante et incarnée. Mais alors ce temps de la fin de vie, a-t-on intérêt à l'interrompre ? On voudrait, par des directives anticipées, faire de la mort un projet comme les autres. On voudrait, par la médicalisation de la mort, avoir l'emprise sur son temps. Mais le temps de la mort n'est pas moins mystérieux que la vie à laquelle il appartient pleinement. Et le temps qu'on prend pour dire au revoir à sa vie n'est pas moins précieux que celui qu'on prend pour dire bienvenue au petit enfant. Ne sont-ils pas d'ailleurs, personnes en fin de vie et petit enfant, pareillement confiés à notre soin, à notre patience, à notre écoute, à notre impuissance parfois ? Ne nous confient-ils pas eux-mêmes, par leur seule présence, à une dimension autre que celle de la toute-maîtrise, à cette dimension, vous savez, qui donne profondeur à notre vie. Quand on ne peut rien faire que veiller l'enfant qui dort ou veiller l'homme qui meurt, nous nous éveillons souvent à l'essentiel qui, sous l'empressement des jours, passait inaperçu. Le temps de la mort a donc sa densité propre. Il est celui de crises profondes, il est celui de pardons inattendus, il est celui de réconciliations inespérées parfois. Et il n'y a pour le circonscrire, ce temps, ou pour le traverser, aucune méthode. Il n'y a qu'à prendre le temps. Dans le livre de la pauvreté et de la mort, le poète Rainer Maria Rilke parle des hommes pressés de nos villes, des hommes que nous sommes peut-être chacun de nous tous en passe de devenir. Et il écrit ceci à leur sujet. Leur propre mort, dit-il, pente en eux comme un fruit aigre, vert et qui ne mûrit pas. Et puis, juste après, Rainer Maria Rilke compose une prière étonnante.
il dit ceci: « Ô mon Dieu, donne à chacun sa propre mort, donne à chacun une mort engendrée de sa propre vie, de cette vie où chacun connut l'amour et la misère. Car, ajoute Rainer Maria Rilke, car nous ne sommes que l'écorce, que la feuille, mais le fruit qui est au centre de tout, c'est la grande mort que chacun porte en soi. » Je reviens à mon jeu télévisé auquel je n'ai jamais participé. Un dernier bip, vous savez, celui qui est plus aigu que les autres, va indiquer enfin au candidat qu'il doit donner sa réponse, qu'il doit livrer, comme dirait l'autre, son dernier mot. Ce dernier mot, chacun a le sien, je crois, mais il est peut-être un mot que nous avons tous en commun. C'est celui auquel la mort, doucement, chaque jour, lentement, nous convie. C'est cette présence urgente et paisible à la fois, parce que parfaitement offerte, c'est cette présence les uns aux côtés des autres. Ce dernier mot, c'est cette invitation à la fois pressante et quotidienne à vivre pleinement et jusqu'au bout, cette très étonnante aventure de la vie. Ce dernier mot, c'est celui qui, au cœur de la vie, ouvre au cœur de cette vie, au cœur de notre quotidien, ouvre une porte pour l'éternité. Et ce mot, étrangement, ressemble tant à la mort. Ce mot, c'est l'amour. Je vous remercie. Pour bien agir, il faut agir à propos, disait Montaigne. Pour bien prendre soin, il faut agir à propos. Et les soignants peuvent se demander si parfois ils sont dans le bon tempo, si au contraire ils sont toujours à côté de leur pompe. Quand on est soignant, on pourrait être tenté à toute première vue d'agir selon les critères physiques, radiologiques, biologiques, etc. Et nous le savons tous, évidemment, ça ne permet souvent pas d'obtenir l'efficacité souhaitée parce que la temporalité de la personne face à nous n'est pas prise en compte. En médecine, il est vraiment essentiel de laisser du temps. Et on pourrait prendre des milliers d'exemples, certains évidents. On laisse mûrir l'abcès, ou on patiente le temps que l'antidépresseur fasse son effet. On attend que l'immunothérapie soit efficace dans le traitement du cancer. Depuis des décennies, les médecins ont découvert la chronothérapie permettant d'administrer des médicaments de façon plus efficace quand on choisit de façon optimale les moments d'administration dans la journée. Donc attendre le temps opportun, le moment favorable pour dire et pour agir, c'est sans doute une évidence. En médecine, il faut aussi dire, il faut parler et il faut annoncer des nouvelles qui parfois sont des mauvaises nouvelles. Nous le savons bien, il n'y a pas de bonne façon d'annoncer des mauvaises nouvelles, mais il y en a de moins mauvaises que d'autres. Et sur cette question aussi, la question de la temporalité est certainement centrale. Et au fond, dans la capacité d'annoncer et dans la capacité pour la personne en face de moi de recevoir, l'enjeu du temps et du temps opportun, du moment bien choisi, est crucial. Plus prosaïquement, les soignants sont sous pression permanente, on ne parle que de ça à la télé, etc. On n'a plus assez de médecins, c'est une catastrophe, tout est très urgent, ça ne va pas, on attend trop, enfin bon, c'est épouvantable. Les soignants doivent lutter contre la productivité, contre la procédure, contre le cadre administratif, contre le temps gestionnaire et comptable. Et là aussi, c'est un enjeu qui n'est pas mince et qui rejoint sans doute profondément l'éthique du soin. En médecine, la question de l'incertitude est centrale. Le médecin travaille avec l'incertitude et la question du temps est un des éléments primordiaux de cette incertitude, justement. Regardons du côté des personnes soignées et des souffrants. Le temps, là non plus, ça ne va jamais comme il faut. Ça va trop vite. Je n'ai pas le temps de comprendre, je n'ai pas le temps de faire mon chemin, je n'ai pas le temps de faire le deuil que j'ai à faire. Et on m'impose des décisions par urgence. Comment est-ce que c'est reformulé, ça, en général ? C'est reformulé en disant on ne m'a pas écouté, on ne m'a pas donné d'explication, on ne m'a rien dit. Pourquoi ? Parce que le temps n'a pas permis à la compréhension, à la parole de faire leur chemin.
Parfois, quand on est souffrant, ça dure trop et ça dure trop longtemps. Trop de temps à vivre, trop de temps à souffrir, désespéré par l'épreuve passée et l'épreuve à venir. Cette souffrance qui parfois doit durer des mois, des années, voire des décennies, et qui s'avère alors insupportable. On pense là aux maladies neurologiques et à ces personnes qui se projettent dans un avenir difficile et qui voient sans tellement d'échappatoire un temps parfois très long qui se présente devant elles. Soignants et soignés, en tout cas, n'ont pas la même perception du temps. Dans certains cas, il est plutôt dilaté, dans d'autres rétréci. Ça ne marche pas forcément ensemble, c'est assez compliqué. Le soignant est dans un temps contraint et le soigné dans un temps qui dure et qui éprouve, dans l'attente, dans la contemplation, dans l'angoisse, dans la croissance aussi. On peut faire le parallèle avec les proches et les aidants. Le temps qui dure, il éprouve la solidarité. Facile de rendre visite 2 fois à ce proche souffrant ou malade. Plus compliqué quand il nous est demandé d'être présent pendant 5, 10 ou 20 ans. Plus difficile. Se projeter dans le temps long, c'est terrifiant pour les aidants. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que le monde médical et puis la société dans son ensemble tente de développer des situations de répit. Hospitalisation de répit, hôpital de jour de répit pour les accompagnants de personnes souffrant de maladies d'Alzheimer par exemple. Cette lutte contre l'épuisement, contre l'exténuement des personnes est centrale. Voilà, en tout cas prendre soin, c'est réellement un art du temps. En fin de vie, c'est encore plus évident sans doute. Lorsque le temps qui reste à vivre est très limité, lorsque on fait le constat de l'échec des thérapeutiques actives face à la maladie, comment habiter le temps qui reste au fond? Comment vivre ce temps qui reste? C'est vraiment essentiel pour que les réponses techniques ne contredisent pas les souhaits, la psychologie, le rythme, la temporalité du patient. Et puis donner du temps supplémentaire ne résout rien tant que ce temps n'est pas un temps déployé, habité par de l'accompagnement. Ça n'aurait aucun sens. Accompagner, c'est s'adapter pas à pas à la personne malade et non pas lui imposer un cadre, et en particulier un cadre temporel qui serait décalé par rapport à ses attentes. Il faut donc du temps pour cheminer, pour accepter, pour consentir, pour faire son deuil, pour dépasser la révolte, la colère, le déni. Il faut le temps de la maturation, de l'acceptation, du pardon reçu et donné, de la réconciliation. Et bien sûr, apparaissent des tensions si le temps du malade n'est pas celui de la maladie et n'est pas celui de ses proches. Le temps de l'agonie aussi est parfois long, parfois tellement long. Et il questionne le malade, il questionne les soignants. Le deuil anticipé que certains font, et pourquoi n'est-il pas encore mort? On avait tout préparé, on était prêt, on attendait. Et puis cette tentation d'abréger et de provoquer la mort parce que c'est trop long, quoi, et c'est insupportable. Et qu'à partir du moment où on a accepté, on a envie de passer à l'acte. Je me remémore une amie que j'ai visitée très régulièrement ces derniers mois avant son décès, et pratiquement à chaque rencontre, à chaque visite, elle nous disait « à chaque jour suffit sa peine ». Et cette recette tellement profonde et tellement vraie de vivre au jour le jour est sans doute autour des enjeux de fin de vie essentiels. En tout cas, comment nous synchroniser, soignants et soignés, nous harmoniser? Par l'écoute de la parole, mais aussi l'écoute des gestes, l'écoute des mimiques, l'écoute du visage, et puis l'intuition que le moment est venu pour parler ou pour agir ou pour cesser. En tout cas, cette intuition qui ne s'apprend que par la formation, par l'expérience, ça ne s'écrit pas dans des bouquins. En tout cas, le temps de la fin de vie peut être un temps consolateur, un temps qui fait grandir et un temps de deuil plein de vie si on sait trouver le bon moment. L'éthique médicale a besoin est profondément reliée au temps. Caroline nous en a donné quelques exemples. Quelques autres, lorsque j'ai fait mes études de médecine, vous me direz, il y a comme bien longtemps maintenant, en tout cas on parlait d'infertilité. Pour parler d'infertilité, il fallait 2 ans de rapports réguliers et fréquents. Aujourd'hui, sans doute, la définition est-elle bien différente quand on voit le recours aux techniques de procréation médicalement assistée. La question du temps, découverte par Jérôme Lejeune de la cause de la trisomie 21,
eh bien, on n'a pas encore trouvé la solution thérapeutique à cette maladie. Il faudra peut-être des décennies. Par contre, la réponse en termes d'interruption médicale de grossesse, elle est instantanée, quoi. Elle est devenue à l'idée immédiatement. Et on voit bien là aussi le décalage finalement et cette question du temps qui nous... Voilà, on sent bien qu'elle est cruciale dans cette affaire. En médecine prédictive, quelle difficulté lorsque la médecine, avec ces techniques d'aujourd'hui, permet de prédire, de voir, d'annoncer une maladie qui surviendra peut-être dans 2, 5, 10, 15 ou 20 ans, là aussi. Et quelle difficulté pour les personnes de se projeter dans cet avenir qui est prédit par la médecine, qui malheureusement souvent ne se trompe pas trop dans ses prédictions. La question du temps, elle est centrale pour l'arrêt de soins disproportionnés. Quand est-ce qu'ils viennent disproportionner ces soins? Lorsqu'ils durent trop parfois, et ça va être un critère là aussi de réflexion, vous voyez, pour peser comment est-ce qu'on va pouvoir discerner si telle pratique, telle réanimation, telle ventilation, au fond, est raisonnable ou devient déraisonnable. Eh bien, sans doute, l'enjeu du temps va être un élément clé de discernement. Autour de la sédation, les recommandations de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs nous rappellent que son but est de laisser le temps aux symptômes de perdre son caractère réfractaire, qu'il faut attendre l'efficacité d'un traitement qui soulage le symptôme et que la sédation peut aider pour cela, que la tolérance aux symptômes peut être meilleure après cette période de repos provoquée par la sédation. Et donc, on voit le lien très étroit, finalement, entre la temporalité de l'action et puis cette question éthique si sensible aujourd'hui, parce que certains voudraient abuser de la sédation, qui est pourtant une pratique médicale raisonnable quand elle est bien utilisée. L'urgence aussi pourrait tout justifier. Attention à la manipulation par l'urgence, manipulation autour de l'interruption de grossesse. Combien de jeunes femmes, on leur dit mais c'est très très pressé, il faut vite vous décider, vous ne pouvez pas attendre. Autour de l'interruption médicale de grossesse, mais votre enfant souffre, il faut faire vite, il faut agir, vous ne pouvez pas prendre encore conseil. Pression du temps manipulateur, chantage odieux, quoi. Il est temps de conclure, me dit-on. Il s'agit au fond d'accueillir nos vulnérabilités et nos limites, et pour le soignant, mes vulnérabilités et mes limites, c'est quoi? C'est mon impatience, ma culture de la rapidité, de l'efficacité, de la production de soins. Pour les médecins dans le système libéral, ça peut être aussi pour certains des enjeux financiers. On est à la recherche du bon timing, et le temps opportun va se révéler par l'intuition, par la délibération collective entre soignants, parents et familles, et surtout par l'écoute des paroles, mais aussi des gestes, des mimiques, du visage, qui permet de discerner, ressentir le moment opportun. Médecine et éthique biomédicale sont un art du temps, tant qu'il s'agit de donner et de se donner, de construire et d'habiter. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Cette dernière intervention de la soirée vise à partager un petit peu le savoir-faire d'Alliance Vita, et pour que vous puissiez le prendre à votre compte, si vous voulez, et quels sont nos grands principes d'action que vous pourriez décliner personnellement pour être dans ce temps long qui est aussi une urgence. Premièrement, repérer les mutations de la société. Vous avez eu un exemple très précis avec Caroline Roux lorsqu'elle a évoqué la situation de cette personne qui a pu retrouver son, entre guillemets, géniteur alors qu'elle avait la vie grâce à un don anonyme de gamètes. Quand on repère cette mutation, c'est une véritable rupture. Désormais, l'anonymat du don de gamètes, et il y a 15 jours qu'on a appris cette nouvelle, l'anonymat du don de gamètes, rétroactivement peut être aboli. C'est quand même stupéfiant, ça change beaucoup la donne. Et donc, nous devons repérer que cet anonymat qu'on avait promis aux donneurs et peut-être aux parents demandeurs, eh bien, désormais est peut-être effaçable grâce aux tests génétiques qui permettent de retrouver sa généalogie. Et ça change, c'est vraiment une bombe dans le landerneau français qui consacre l'anonymat. Évolution plus lente dont on a déjà parlé, est-ce que vous avez remarqué à quel point, petit à petit, la France s'interroge sur son eugénisme? Pas seulement nous ici, mais à chaque fois que je suis confronté dans des débats à Israël Nizan, le professeur Mattei, Didier Sicard, qui est le premier d'ailleurs en tant que président du comité d'éthique, a pu dire « la France est l'un des pays au monde qui flirte le plus avec l'eugénisme ». Et donc les sujets liés au handicap, qui étaient comme des cas limites qu'on nous assénait il y a 20 ans, maintenant sont devenus une épine dans la conscience de notre nation, et on peut aborder ce sujet, donc la pensée a évolué. Repérer les mutations. Deuxième principe d'action, décrypter les débats.
Dans mon livre La bataille de l'euthanasie, j'ai essayé de montrer qu'il y avait souvent, dans les situations, notamment les faits divers très emblématiques qui nous sautent aux oreilles et aux yeux, 4 temps. Il y a un premier temps qui est le temps de l'émotion audiovisuelle, où tout et n'importe quoi est dit comme un tsunami d'émotions qui emporte l'adhésion des personnes si elles n'y prennent pas garde, avec beaucoup de mensonges. Et j'ai noté par exemple sur la douloureuse affaire de Chantal Sébir, vous savez, cette femme qui vivait avec un esthésio-neuroblastome, un cancer des sinus très, très impressionnant, et elle disait « je suis allergique à la morphine ». Et tout le monde le redisait dans les médias audiovisuels. Et ensuite, la presse écrite, deuxième temps, la presse écrite qui prend plus de recul, ou les livres que personne ne lit pratiquement, et où on peut entendre qu'au fond, elle n'était pas, Chantal Sébir, allergique à la morphine. Elle ne voulait pas de morphine, elle était réticente à la morphine. Elle avait refusé toutes les interventions chirurgicales et tous les soins palliatifs antidouleurs qu'on lui proposait. Évidemment, quand on voit sous cet angle, on se dit que cette femme qui souffrait bien sûr beaucoup, moralement et physiquement aussi, eh bien, n'avait pas exactement dit aux Français la vérité lorsqu'elle a demandé cette euthanasie. Le temps de la presse écrite, et ensuite il y a le temps de la justice. Souvent des mois, voire des années après. Et là, les magistrats professionnels travaillent à fond et on voit remonter des choses, des données qui transforment complètement ce qui avait été dit et cru auparavant. Et quatrième temps, le temps des politiques. Comment font les politiques ? Suivant leurs convictions, soit ils réagissent avec prudence, on ne légifère pas sous le coup de l'émotion, on ne légifère pas à partir de cas particuliers ou à partir d'exceptions. Soit parce qu'ils aimeraient pousser le bouchon, casser la digue, ils réagissent dans l'action, dans le temps audiovisuel pour essayer de casser la digue qui résistait jusqu'alors, par exemple sur le sujet de l'euthanasie. C'est très important qu'on prenne conscience avec recul sur tous ces sujets, qu'on essaie de comprendre dans le temps long ces affaires qui souvent imprègnent au présent d'une manière exagérée. Troisième principe d'action, lancer des alertes. Voilà, il faut avoir un coup d'avance. Alors, je me permets de lancer ici une alerte, mais elle est peut-être déjà parvenue jusqu'à vos oreilles, à propos de l'antispécisme. L'antispécisme, c'est-à-dire l'idée que l'homme serait un animal comme les autres, voire un parasite de la nature, dont la terre se passerait bien, qui finalement ne vaut pas plus qu'un animal, eh bien, cette idée est en train de se répandre dans notre société de manière extrêmement forte, à la fois sur le plan de mouvement de pensée, sur le plan même juridique dans certains cas, et avec le risque qu'on aboutisse finalement à un homme, une humanité coincée entre les animaux et les robots, qui finalement ne sait plus bien quelle est sa souveraineté par rapport à l'animal et par rapport au robot, ce qui est un autre sujet. Voilà, je vous enjoins à écouter du coin de l'oreille tout ce qui se dit sur les animaux ces derniers temps, et pour pouvoir bien sûr ne pas consentir à des maltraitances injustes vis-à-vis des animaux, en raison de notre dignité humaine, mais par contre de bien repérer la manière dont l'homme est dévalorisé et de pouvoir par conséquent le défendre et défendre sa souveraineté. Ce que d'ailleurs les naturalistes font bien, ce que les paysans font bien aussi quand ils savent la juste hiérarchie entre le rat, qui envahit, paraît-il, Paris en ce moment, et l'homme. Quatrième principe d'action, investir les lieux de pensée, les lieux où l'on pense. Là, Caroline Rouve revient de Madrid où elle a participé à un colloque sur la fin de vie. Nous étions tout à l'heure, Henri de Sauce et moi-même, auditionnés au CESE, Conseil économique, environnemental et social, ou social et environnemental, pardon, sur la question de la fin de vie. Et nous essayons d'être là où les choses se réfléchissent, par anticipation, de ne pas se laisser finalement abuser par ce qui nous tombe dessus sans qu'on l'ait prévu. Et pour nous tous, ça veut dire ne pas déserter les lieux où s'élabore la pensée, ne pas déserter les ordres de nos professions, les groupes, les conseils municipaux, les commissions. Essayez d'être là où les gens réfléchissent, pour que la pensée s'élabore aussi avec nous, c'est-à-dire dans un retour au réel. La dialectique qu'a évoquée Blanche Trèbe l'autre jour, la réponse à la dialectique, c'est de revenir au réel, de revenir à la réalité. La question nous est assénée de savoir s'il faut ouvrir, entre guillemets, une PMA pour toutes, qui est une demande extrêmement marginale et extrêmement transgressive. Et nous disons non, l'enjeu majeur du débat de cette année, si on veut aborder la question de l'infertilité, c'est l'infertilité. Pourquoi l'infertilité ? Pourquoi à cause de questions environnementales, sociales, de comportement, de maternité trop tardive, ce que les experts reconnaissent. Et donc de mettre le sujet du réel là où on veut nous imposer des revendications largement idéologiques. Cinquième mode d'action, tenir. Tenir, ça veut dire il n'y a pas de fatalité.
Alors, on ne va pas annoncer le futur, ça serait de la toute-puissance. Le clonage a failli être légalisé dans nos pays jusqu'à ce que le savant Wang, le sud-coréen, vous vous souvenez peut-être, en 2005, soit convaincu, qui avait prétendu cloner un premier embryon humain, soit convaincu de fraude. Il est tombé de son piédestal, et puis depuis, il y a eu d'autres découvertes. Et finalement, le clonage humain, y compris qu'on prétendait à tort thérapeutique, et finalement, c'est progressivement éloigné, même si certains bien sûr, sont encore tentés par ce procédé de copie, entre guillemets, de l'être humain. Et donc, lorsqu'on tient le choc, et nous avions à l'époque dénoncé la tentative d'un gouvernement français de légaliser le clonage en changeant son nom, eh bien, lorsqu'on tient le choc pendant des mois et des années, parfois, ce qui semblait inéluctable n'advient pas. Dernier mode d'action, ou dernier principe, mais qui nous concerne tous, s'enraciner. Face aux tempêtes du monde, nous avons besoin d'agir au plus près des personnes. Et c'est ce qui nous nourrit, nous, Alliance Vita, face même à la tentation de désespérance, face à certaines lois sur lesquelles on a l'impression de perdre sans cesse. Quand on est auprès des personnes, on n'a plus d'idéologie. Nous n'avons pas des convictions, je reformule ce que disait François-Xavier Bellamy, dans la tête. Nous avons dans les entrailles l'amour de la vérité et que nous puisons auprès des personnes. Nos services d'aide sont comme des refuges anthropologiques. Et je pense que nous avons tous besoin d'agir dans des refuges anthropologiques pour que la vie y soit protégée. Et alors, la consolation de cette action vient. En conclusion, résister, c'est une urgence au présent. Construire, c'est une exigence de long terme. Et face à la convergence des idéologies scientistes, matérialistes, du féminisme ultra, de l'antispécisme que j'évoquais tout à l'heure, qui aboutit à cette perspective du transhumanisme, eh bien nous avons à construire une société d'écologie humaine. L'écologie humaine, elle prend en compte que l'homme est interdépendant, qu'il a besoin de relations, qu'il est vulnérable. Van Potter, qui est l'inventeur du mot bioéthique, avait une vision élargie de la bioéthique. Une bioéthique qui était non seulement ouverte aux questions anthropologiques du respect ou pas de la vie humaine, mais ouverte aux questions sociales et ouverte aussi aux questions environnementales. L'homme pris comme un élément de la création. Et cette vision élargie de la bioéthique, qui intègre tout l'homme et tous les hommes dans son écosystème, va peut-être nous aider à ouvrir de nouvelles pistes à long terme, et c'est peut-être notre urgence. Enfin, rien de grand ne se fait sans le temps. Et donc, peut-être que nous agissons à l'échelle d'une génération entière. Peut-être que c'est les générations suivantes qui pourront récolter ce que nous avons semé ou rallumer le feu que nous avons essayé de conserver. Et par conséquent, notre immense joie, c'est effectivement de nous inscrire dans l'urgence du temps long parce que nous servons les générations futures. Je vous remercie. C'était la 3e soirée. Nous avons une dernière soirée la semaine prochaine. Je vous invite, si vous le désirez, à revoir cette émission en rediffusion sur ktotv.com. Pour plus d'informations et pour continuer de vous former en bioéthique, rendez-vous sur universitédelavie.fr. Merci à tous et belle soirée.